Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir invité à cette université Hommes et Entreprises. Dans un monde complexe, en pleine accélération, plein de discontinuités, de ruptures, de difficultés de prédiction, peut-être qu'un technologue humaniste, comme souvent les journalistes me qualifient, peut apporter quelques idées sur la manière non seulement de surfer sa vie, en la construisant avec des valeurs, mais aussi d'essayer de construire la société fluide et surtout, puisque c'est notre thème de l'université, la coopération dans l'entreprise fluide. Alors je vais vous emmener dans ce voyage en 6 étapes qui iront de la métaphore du surf pour mieux aborder la fluidité et mieux comprendre ces nouvelles tendances vers lesquelles nous allons dans le monde entier. Anne-Sophie en a parlé un peu, notamment avec les indignés, les réseaux sociaux, etc., jusqu'aux valeurs qui termineront mon exposé pour construire sa vie dans l'entreprise et construire l'entreprise dans la société fluide et le tout face à un futur que nous devons construire ensemble plutôt que de le subir. Donc commençons par la première étape, la métaphore du surf. Pourquoi la métaphore du surf peut-elle nous aider à mieux comprendre le passage vers la fluidité de l'entreprise rigide, d'une société rigide, cartésienne, newtonienne, euclidienne, pythagoricienne, fondée sur des hiérarchies, des systèmes de pouvoir verticaux, vers une société plus fluide, du pouvoir transversal, du pouvoir partagé, de la coopération, de la compétition et de la coopétition, qui est un mariage évidemment entre la coopération et la compétition. Pourquoi la métaphore du surf peut-elle être un modèle? Un modèle pour l'entreprise, je l'ai dit, un modèle pour la société. Pas le seul modèle, mais un modèle. Et j'en tire la trajectoire à partir de 3 expériences que je vis, que Christophe a un peu citées. 3 expériences. Une expérience de scientifique, une expérience de prospectiviste et une expérience de surfeur. Pourquoi? Comment? D'abord, l'expérience de scientifique m'a montré au cours des 50 dernières années que certaines notions fondamentales qui ont construit la science, la technologie, l'industrie et la société sont en train d'être bouleversées par 2 nouvelles. Quels sont ces paramètres de base? D'une manière simpliste, je vais les dire. Les paramètres de base de la société traditionnelle, c'est l'élément et la force. L'élément, la particule élémentaire, l'atome, la molécule, mais aussi dans la société, l'individu dans un marché, un produit, ce sont des éléments. Et ça nous a conduit à une vision analytique des éléments de la société, avec les mathématiques ou avec le droit. Grandes écoles d'ingénieurs ou grandes écoles d'administration. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Et ces éléments et cette force ont construit des rapports différents dans la société, je vais le dire dans un instant, les rapports de force, que l'on connaît bien. Mais il y a aussi, et on le voit dans la science, l'émergence de 2 nouveaux paramètres, complémentant l'élément et la force, qui sont le lien et le flux. Le lien social, le lien humain, le lien URL sur Internet, le lien des réseaux sociaux, le lien dans les sociétés d'initiation, le lien entre nous, entre les hommes, entre les femmes, le lien Internet, le lien numérique, et le flux de données, flux d'idées, flux de personnes, flux démographiques, flux financiers. Tous ces flux s'enchevêtrent, se mêlent, si on ne les regarde pas sous l'angle de nouveaux rapports de flux nécessitant de l'information. Je vais vous donner un exemple scientifique très simple et précis. C'est notre cerveau. Je vais vous étonner, je pense. Notre cerveau est fluide. C'est la grande idée de Varela et de Donald Hebb, un Canadien qui a publié ses idées dans les débuts des années 50, et Francesco Varela, qui nous a quittés trop tôt, malheureusement, à l'âge de 50 ans. C'est l'idée que le cerveau est fluide. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce modèle du cerveau fluide peut s'appliquer à l'Internet, et je l'applique à la société fluide.
Ça veut dire que le cerveau n'est pas disposé hiérarchiquement au sommet de la pyramide qui domine et qui contrôle le corps. Le cerveau est dans le corps et le corps est dans le cerveau. Le cerveau, c'est aussi une machine chimique, pas seulement une machine électrochimique qui envoie un influx nerveux. Il envoie des molécules, des peptides, des hormones dans l'ensemble du corps. Savez-vous qu'il y a 100 millions de neurones dans l'intestin ? On l'appelle d'ailleurs le second cerveau ou le cerveau entérique. Donc il y a une communication globale entre tous les organes du corps, y compris le microbiome, qui est cet ensemble de bactéries qui vit dans notre corps, qui nous produit des vitamines et qui procure l'immunité. Donc le corps est fluide, le cerveau est fluide, il s'adapte en permanence. Vos synapses, mes synapses, se reconfigurent pendant que vous m'écoutez et pendant que je vous parle. Vous ne sortirez pas pareil en sortant et moi non plus. Donc c'est cette notion de transitoire, d'état stationnaire, pas d'état statique, qui est fondamentale dans notre compréhension du monde aujourd'hui grâce au flux et grâce aux liens, et plus seulement grâce aux forces et grâce aux éléments. Ça, c'était la chose que je voulais vous dire sur le plan scientifique. Maintenant, sur le plan de la prospective, mon expérience de prospective, c'est d'essayer 30 ans à l'avance de prévoir le monde qui vient, ce que j'ai essayé de faire dans le macroscope en 1975, en prévoyant le réchauffement climatique et l'Internet, par exemple, entre autres, ou les biotechnologies, ou dans l'homme symbiotique, la relation du corps et de ce qu'elle appelle le symbionet, le web du futur. Donc mon métier, c'est de faire de la prospective, c'est d'essayer d'analyser les tendances convergentes, comment elles se marient les unes avec les autres, à la fois sociologiques, économiques, technologiques, scientifiques, pour donner des nouveaux mondes et préparer les entreprises à ces nouveaux mondes. Eh bien, dans ma démarche prospective, j'ai vu arriver la société fluide. Je l'ai vu dans les réseaux, je l'ai vu dans la naissance d'Internet, je l'ai vu dans les réseaux comme Facebook, je l'ai vu dans le partage sur les moteurs de recherche, le fait que nous sommes en train de passer de la société de l'information à la société de la recommandation. Finalement, c'est la recommandation qui compte beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de ce livre? Qu'est-ce que vous pensez de ce site? Donc, on rentre dans une société de partage, que je vais décrire peut-être tout à l'heure avec des exemples, une société de l'échange, une société peut-être de la générosité et de la solidarité. C'est ce que j'appelle la société fluide. C'est la société de la coopétition, compétition, qui est un peu un des grands thèmes de cette université. Et puis, une expérience de surfeur. Qu'est-ce que fait un surfeur? C'est un des seuls sports au monde où la surface sur laquelle il se déplace se modifie sous lui, la vague. Non seulement il est sur une planche en équilibre, mais la vague se modifie. Il doit donc en permanence s'adapter, anticiper, regarder par toutes les pores de sa peau, ses oreilles, ses yeux, l'information qui vient, la direction du vent, le swell, la profondeur de l'eau, les risques des rochers, les autres surfeurs. Et donc, il doit s'adapter en permanence. Donc, le surfeur, il est à la fois libre et déterminé. Il est déterminé parce que la vague qu'il surfe, elle vient d'une tempête dans l'océan Atlantique Nord. Elle va venir sur mon spot favori, par exemple la Phyténia ou Parlementia, pour ceux qui connaissent ces régions. Je vais l'attendre, je sais qu'elle va être là, je vais respecter les règles de priorité, mais je vais rentrer sur cette vague, et sur cette vague, je suis libre. Je vais pouvoir évoluer, faire un cutback, faire un roller, faire un kick-out si je veux en sortir, revenir en arrière, etc. Pour rentrer dans la technique du surf. Mais c'est pour vous dire que la vie, vous le savez, est une vague. La vie est un flux. La vie est une continuité. La vie est un déséquilibre permanent. Nous devons nous réadapter à des écarts à l'équilibre. Nous devons anticiper, comme le surfeur. Nous devons prévoir, nous devons nous adapter aux conditions. Et c'est pourquoi j'ai pensé que cette métaphore du surf pouvait être applicable à la métaphore de la vie elle-même et de la vie dans l'entreprise et de la société fluide. Le surfeur, en plus d'être déterministe et liberté, il évoque aussi le déterminisme et la liberté de la vie. Nous sommes tous déterminés en partie par nos gènes, par notre éducation, par notre environnement. Mais nous sommes libres aussi de choisir ici ou là. Le libre arbitre, je vais faire ça, je ne vais pas le faire, j'arrête, je prends cette situation plutôt que celle-là. Et donc là aussi, il y a une très forte relation entre le déterminisme et la liberté au sens philosophique du terme, de la vague de l'océan et du flux de la vie dans la continuité de sa carrière ou de sa vie. Donc l'importance, c'est l'équilibre dynamique pour le surfeur et
pour sa vie et pour son entreprise. Un équilibre dynamique, ce n'est pas un équilibre fixe. L'équilibre statique, c'est la mort. Un équilibre dynamique, c'est une correction permanente de ce que l'on pense être son équilibre, l'équilibre de son entreprise, l'équilibre de sa vie par rapport à sa famille, par rapport à son couple, par rapport à ses amis. Et donc, la vie, c'est une oscillation permanente. Le surfeur, on dit, regardez, c'est extraordinaire, il est en équilibre sur sa planche, debout. Mais non, il n'est pas en équilibre. Un surfeur, à la milliseconde près, il est constamment en train de corriger le déséquilibre. La vie, c'est la correction des écarts à l'équilibre. L'entreprise, c'est la correction des écarts à l'équilibre. Parce qu'on doit sortir de l'équilibre à un moment donné, sortir de ce que nous appelons dans notre jargon scientifique l'homéostasie, homéos même, stasis rester, pour créer, pour prendre des risques, pour développer. Si on s'enferme dans l'homéostasie, on n'évolue plus. Donc à un moment donné, il faut sortir de cet équilibre, faire un écart à l'équilibre pour créer, donc prendre un risque. Et c'est ce risque que beaucoup ne veulent pas prendre parce qu'ils restent dans le business as usual, dans la tradition de l'entreprise rigide, rigide par son droit, rigide par sa hiérarchie, rigide par la formation des gens qui ne peuvent pas sortir d'une case pour aller dans une autre, rigide par rapport à une société mouvante, aléatoire, discontinue, floue, accélérée dans laquelle nous entrons de plus en plus. Donc, un équilibre dynamique, l'anticipation, la prédiction et surtout le mouvement. Le mouvement, on le retrouve dans des disciplines comme la biologie, l'écologie, l'économie. Pourquoi je cite ces trois? Parce que ce sont des sciences de la complexité. Et ces sciences de la complexité se fondent sur l'interdépendance des facteurs. Il faut avoir une vision systémique pour les comprendre, de la biologie, de l'écologie ou de l'économie. Ils se fondent sur des équilibres, sur des états stationnaires. Ils se fondent sur des capacités d'échange en permanence. L'écologie, l'économie, c'est évident. Mais la biologie aussi, je l'ai dit un peu pour le cerveau et je l'ai dit pour le corps. Donc l'entreprise, pour conclure sur cette première étape, l'entreprise, c'est la même chose. Elle doit prendre des risques, elle doit s'adapter, elle doit anticiper, elle doit maintenir des équilibres et en même temps sortir de l'équilibre, sachant jusqu'où elle est sortie de cet équilibre pour être capable de créer, capable d'innover et donc de prendre des risques. La deuxième étape, elle arrive tout naturellement, me semble-t-il, après ce que j'ai dit sur les forces et les flux. Nos sociétés se sont fondées sur des rapports de force, et je voudrais vous parler des rapports de flux. Les rapports de force, qu'est-ce que c'est? Les rapports de force militaires. Staline qui disait au pape, vous avez combien de divisions? C'est le nombre de têtes nucléaires. C'est les rapports de force entre partis politiques, entre syndicats et patronat, etc. Ces rapports de force, que je vais représenter par mes deux points l'un contre l'autre, on ne peut en sortir que par une escalade. C'est-à-dire tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre doit le rattraper. Donc c'est une situation extrêmement précaire, discontinue et pas du tout fluide. Ce sont ces rapports de force qui conduisent à la rigidité dans la société et à la rigidité dans l'entreprise. Puisque cette sortie par escalade est dangereuse, risquée, nécessite la compétition acharnée, nécessite la concurrence acharnée. Pourtant, maintenant, on voit naître, dans ce que j'appelle, en termes très général, la civilisation du numérique, pas seulement Internet. J'ai commencé l'autre jour à Poitiers une conférence en disant « Oubliez Internet, c'est fini ». Les gens m'ont dit « Je viens de m'y mettre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» J'ai dit « Oubliez Internet, c'est comme le gaz, l'électricité, l'eau, ça fait partie d'un écosystème, on ne va pas sur Internet, on est dans Internet. » Bon. Ils ont à peu près compris quand même. Revoyez elle est sur mon blog, revoyez la conférence, vous allez bien comprendre ce que je veux dire, mais vous le savez déjà puisque vous êtes ici. Donc, grâce à la civilisation du numérique, surtout grâce aux réseaux en général, les réseaux sociaux bien entendu, on rentre dans une capacité d'échange beaucoup plus rapide, dans une capacité de comparaison beaucoup plus rapide, dans une capacité de coopétition beaucoup plus grande. Et donc, on va vers des rapports de flux, échange maîtrisé de rapports de flux. Quelle est la grande différence entre les rapports de force et les rapports de flux? Les rapports de flux, c'est qu'ils nécessitent une information en temps réel. Le surfeur qui est dans la fluidité, dans les rapports de flux avec la vague et sa planche est un flux, la vague est un flux, elle va mourir sur la vague va mourir sur la plage, il doit se contrôler. Qu'est-ce qui le contrôle? L'information. L'information lui permet de se contrôler en permanence. Eh bien, dans les rapports de flux, la clé, c'est l'information. L'information partagée, l'information échangée. Et c'est une règle pour l'entreprise. C'est comme un seau transparent, vous mettez un trait avec un marqueur qui se remplit avec un robinet en haut et qui se vide avec un même robinet qui a le même débit.
Si le débit du robinet d'entrée est égal au robinet de sortie, le flux se maintient à l'état stationnaire, pas à l'état statique. C'est-à-dire que les molécules d'eau se renouvellent en permanence. En biologie, on appelle ça le turnover. Et donc, le niveau se met où vous voulez. Vous augmentez le niveau d'entrée, vous réduisez le niveau de sortie, le niveau monte. Donc, c'est l'information que vous avez qui vous permet de réguler les flux. Les rapports de flux, ça peut être des rapports de connaissances, des rapports de savoir, des rapports d'échanges humains, des rapports financiers, des rapports spirituels, des rapports de toutes sortes. Et donc, rapports de force et rapports de flux ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. En physique, en électricité, vous avez les rapports de force, c'est la différence de potentiel, et le flux, c'est l'ampérage. Donc, ça coexiste. Et là aussi, on retrouve ces termes de coopération et de compétition. La complémentarité est essentielle dans une vision systémique du monde que je prêche depuis pas mal d'années et dont vous commencez à, bien entendu, connaître tous les différents arguments. Dans le cadre des rapports de force, parlons du pouvoir, puisque la question, c'est rapport de force et rapport de flux, coexistence ou compétition. Où est le pouvoir dans tout ça? Eh bien, le pouvoir dans la société traditionnelle, rigide, euclidienne, pythagoricienne, newtonienne, est un pouvoir pyramidal. La pyramide du pouvoir. Le pouvoir en haut, très peu de gens, un seul même, pour le pouvoir présidentiel ou ministériel, et les exécutants en bas, dans l'entreprise, le PDG et les autres. Donc cette vision top-down du pouvoir pyramidal a été expérimentée depuis de longues années. Elle permet l'efficacité, elle permet de rassembler tous les gens sous une stratégie, sous une communication, avec des ordres précis qui leur sont donnés, les profils de poste, la définition de poste, etc. Mais elle est en train d'être mise en cause par les rapports de flux, la transversalité et les réseaux internes à l'entreprise. Comment et pourquoi? Je pense que le pouvoir pyramidal, vertical, inhibe l'innovation, inhibe la communication et l'échange, inhibe la prise de risque et inhibe aussi beaucoup le lien humain. Chacun pour soi, dans sa catégorie, une sorte d'égoïsme. Je ne critique pas l'entreprise, c'est ce que nous vivons tous ça. La hiérarchie fait que souvent on défend son territoire, on défend son poste, on défend sa définition de fonction, pas d'interférence. Ah, il est dans mon territoire, ah, il m'a piqué des clients, ah, il m'a piqué mon marché. Donc ça crée, la rigidité de l'entreprise crée ces inhibitions à la prise de risque, à l'innovation et au lien humain. Je prends un exemple, le principe de précaution. Le principe de précaution, il est défini de manière pyramidale par le haut, c'est-à-dire par les autorités, par le gouvernement. En gros, je vais simplifier, le principe de précaution, c'est tant que les scientifiques ne savent pas, on arrête tout. Mais il y a un autre principe qu'on connaît beaucoup moins, qui est le principe d'attrition. Le principe d'attrition est complémentaire du principe de précaution. Alors que le principe de précaution dit tant qu'on ne sait pas, on ne fait rien, on interdit tout. Le principe d'attrition dit même si on ne sait pas, on y va quand même, parce qu'on prend des risques calculés, de manière solidaire, entre nous, en partageant le risque. Ça, c'est fondamental. L'attrition, c'est un rond-point. Vous vous engagez dans le rond-point en respectant la priorité, sinon vous avez un accident. Vous vous engagez dans le rond-point sans aller trop vite, sinon la force centrifuge vous en fait sortir. Et chacun, en minimisant ses risques, maximise les chances de chacun. Donc le principe d'attrition qu'on utilise dans l'armée, qu'on utilise dans le marketing, est une notion essentielle pour compléter le principe de précaution et permet de prendre des risques solidaires. Regardez, le principe de précaution, je m'assure contre tout. Assurance tout risque, assurance chômage, assurance santé, assurance ceci, assurance cela. Je suis assuré tout risque, je raye une voiture, je ne vais pas dire je m'en fous, mais à la limite, je suis assuré tout risque, ça paiera. Je suis à la sécurité sociale, je consomme des médicaments, c'est remboursé, je m'en fous. Avec le principe d'attrition, ça change. Nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous prenons des risques ensemble dans la société. Nous partageons ces risques. Nous nous écoutons, nous nous parlons, nous nous regardons. Donc, la société fluide va plus vers le principe d'attrition que le principe de précaution. Et l'entreprise doit comprendre ceci. Et pourtant, il y a des résistances énormes à la capacité des entreprises à créer du lien humain et à innover. Je vais vous donner deux exemples, un exemple positif et un exemple négatif. L'exemple positif, c'est le venture capital en English, mal traduit en français par capital risque. Alors que le venture capital, ça veut dire le capital aventureux, celui qui prend des risques pour aller plus loin, pour investir dans des start-up, pour donner de la dynamique à sa société, pour, comme je disais tout à l'heure, sortir de l'état d'équilibre, connaître son écart à l'équilibre pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le venture capital est fondé sur les notions de flux. Vous
ceux qui connaissent le venture capital, les banquiers qui sont là, les chefs d'entreprise, on parle de seed money, de monnaie de pré-investissement. On parle de deal flow. Quel est le deal flow? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Un flux continu. Elle vit dans le flux continu, l'entreprise de venture capital. Ça, c'est un exemple positif de traitement du risque et de traitement des flux. L'exemple négatif, c'est la résistance quasi immunitaire des entreprises rigides, pas des entreprises fluides, il y en a, j'en donnerai des exemples, à l'innovation. L'innovation, elle dérange le business as usual. Elle dérange l'état stationnaire dans lequel on est, l'état statique de l'entreprise rigide. Il y a des sortes d'anticorps contre les idées nouvelles. D'ailleurs, il y a des mots que j'aime beaucoup, c'est le NIH. On appelle NIH not invented here. Ça veut dire que quand il y a une idée qui vient d'extérieur, qui pourrait être très bonne pour l'entreprise, on dit non, nos laboratoires savent faire mieux, on va le refaire, ça sera trop cher de prendre la licence. NIH lutte contre l'innovation venant de l'extérieur. Autre cas, les oui mais. Moi, j'en connais tellement. Moi, j'ai eu des patrons comme ça. J'ai dit, vous savez, j'ai une idée, on pourrait peut-être faire ça. Oui, Joël, mais on ne pourra jamais, les Japonais l'ont déjà fait. Oui, mais on n'aura jamais le budget. Oui, mais l'Europe ne permettra pas, c'est la réglementation européenne, c'est impossible. Et dans la société fluide, je prône le oui et. J'ai une patronne extraordinaire qui s'appelle Claudie Aigneret. L'astronaute, c'est la présidente d'Univers Sciences. On a fusionné le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Je lui dis, vous savez, Claudie, peut-être qu'on pourrait demander à des jeunes dans le Fab Lab de créer des tas d'objets avec des imprimantes 3D et de donner des petits colifichets aux gens. Ah oui, et aussi, oui, et on pourrait leur faire lancer un journal spécial pour eux sur le mouvement des makers, le mouvement des doueurs, et faire en sorte que tout ceci fasse du buzz. Donc, méfions-nous du oui, mais. Adoptons le oui et, adoptons cette logique du partage, cette logique de l'innovation, cette logique de la fluidité. D'ailleurs, je cite dans mon livre Jacques Monod, mon grand maître à l'Institut Pasteur, qui m'a beaucoup influencé dans ma vie, qui m'a fait aller aux États-Unis, au MIT notamment, et il me disait toujours, je disais c'est difficile de lancer des projets quand même, il me dit oui, mon petit Joël, il était toujours ses mains comme ça, très impressionnant Jacques Monod, il m'appelait mon petit Joël. Mon petit Joël, quand vous lancez un nouveau projet, vous avez 3 catégories de gens contre vous. Ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire et ceux qui ne font rien. C'est-à-dire tout le monde. Donc il faut ramer pour innover comme le surfeur sur sa vague. 3e étape, dans la société fluide, le management transversal est-il une réalité? Quels sont les nouveaux pouvoirs internes de l'entreprise? Comment sont-ils nés? D'où naissent-ils? Et quelles sont les clés? Je voudrais vous en donner quelques-unes. Et je voudrais montrer comment cette entreprise fluide, dans une société fluide, peut s'appuyer sur un certain nombre de points. Je n'en citerai que quelques-uns, et en montrant en même temps les erreurs que font souvent les responsables d'entreprise. D'abord, les nouveaux pouvoirs dans l'entreprise naissent en partie de ce que j'appelle la culture numérique. La culture de la transversalité se fonde avec les nouveaux outils dont nous disposons, des smartphones à l'intranet, sur une culture numérique. Et cette culture numérique, on la voit, on la vit. Moi, j'ai dirigé des équipes de recherche et beaucoup travaillé avec des ONG. On voit déjà cette culture du numérique moderne, même dans des pays qu'on disait en développement, en Afrique, où l'Internet banking est beaucoup plus développé qu'en Europe, avec les mobiles. On voit naître cette culture du numérique. Les gens ont le réflexe de la transversalité. Alors que malheureusement, souvent, dans nos grandes entreprises, l'usage des exécutifs est vertical. On fait du mail, on va sur Google, on fait du PowerPoint, on fait du traitement de texte, on fait faire. Mais de mettre tout ça en commun, d'aller sur Google, trouver un beau PowerPoint, clic droit, le sauver, le mettre dans un texte, l'envoyer à quelqu'un en mail en disant ça va te servir pour ton travail, partage, coopération. Ça ne vient pas à l'esprit des gens. Ça vient à l'esprit de la NetGen, c'est-à-dire ceux qui ont la culture du numérique depuis leur naissance. Mais malheureusement, on a une vision verticale des apps. Maintenant, on ne parle même plus de progiciels, hein, oubliez. On parle des applications, les apps sur les smartphones, et la relation entre Internet et l'informatique classique. Le cloud, par exemple, c'est extraordinaire pour rester en contact, pour partager ses données, pour être capable d'accéder à son ordinateur par son smartphone partout où on veut. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire en sorte qu'on limite les usages verticaux d'une entreprise rigide et de gens formés à des cases rigides
a une vision transversale des applications et si on ne sait pas, on demande à quelqu'un qui pourra vous aider à comment le faire. Donc, une des premières clés des pouvoirs nouveaux dans l'entreprise grâce à la culture numérique, c'est, tenez-vous bien, l'importation dans l'entreprise des outils du net que les DRH considèrent souvent comme des outils des jeunes, des outils pour faire joujou. Pas du tout. Moi, je conseille des très grandes entreprises, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais des centaines de milliers de salariés qui ont introduit sur leur intranet, tenez-vous bien, Facebook, une version de Facebook surveillée par ce qu'on appelle des Community Area Managers, qui ont introduit sur leur intranet des forums, des chats, des Twitter, des blogs, que des gens s'expriment et savent un peu qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont fait un voyage. Sur leur blog, ils vont raconter ça. Et ça crée un lien. Ça crée une notoriété, comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie. Sur le net, ce qui compte, c'est la compétence et la notoriété. Savoir que quelqu'un est connu parce qu'il est compétent ou elle est compétente dans tel domaine. Donc, importez les outils de la génération Internet dans vos entreprises, sur vos intranets. Alors, les DSI n'aiment pas trop ça. Les directeurs de services informatiques vont trouver que c'est en général des trucs pour faire joujou, c'est pas sérieux. Pas du tout. Ce sont des outils dont, d'ailleurs, cette génération a l'habitude, et par la coéducation intergénérationnelle, ceux qui ont 25 ans, qui rentrent en stage dans l'entreprise, ou plus jeunes, peuvent former les 45 ou les 55 ans, et ça, c'est absolument fondamental. Donc, cette entreprise rigide peut évoluer par l'importation en interne des outils du net, que j'en ai cité quelques-uns. Et puis, surtout, dans cette optique du pouvoir partagé, il faut créer 3 formes d'intelligence qui existent déjà à l'état diffus sur Internet, mais les créer dans l'entreprise, grâce à un management plus catalytique que hiérarchique. Ces 3 formes d'intelligence sont l'intelligence connective, savoir se connecter, savoir partager avec ses smartphones, avec les mails, avec FaceTime, si vous avez un iPad. C'est l'intelligence collaborative. Anne-Sophie en a beaucoup parlé. L'intelligence collaborative et l'intelligence collective. Donc, l'intelligence connective, l'intelligence collaborative et l'intelligence collective. Réfléchissez, c'est très important. L'intelligence connective, c'est être capable de se connecter, de savoir se connecter et de savoir se débrancher. J'ai écrit avec ma femme il y a quelques années, en 86, un livre qui s'appelait « Branchez-vous ». Maintenant, si je réécrivais le livre, j'écrirais « Débranchez-vous ». On a trop d'informations et pas assez de sagesse. Prendre du recul. Donc, il faut quand même savoir se connecter, à bon escient, rendre pertinent la connexion. L'intelligence collaborative, c'est partager sans gagner tout de suite quelque chose. C'est de partager avec d'autres, c'est Linux, c'est Wikipédia. Ce sont des institutions qui ont pris une ampleur considérable, qui sont faites par le partage du savoir-faire, de la notoriété, mise à jour par des milliers de gens. Ça aussi, c'est la société fluide. Et puis, l'intelligence collective, ce n'est pas un jugement de valeur, parce qu'il peut y avoir aussi une stupidité collective. L'intelligence collective, c'est la capacité ensemble à résoudre des problèmes complexes. On appelle ça aussi le crowdsourcing, qui est très utilisé et de plus en plus utilisé par des entreprises sur Internet pour rechercher des informations. Et comme je le disais tout à l'heure, faire place à la société de la recommandation, ne pas avoir peur de recommander et d'écouter les recommandations des autres. C'est pour ça que la NetGen, la génération Y, lit les journaux différemment. Ils ne lisent pas comme papa au moment son journal habituel du matin ou du soir. Ils lisent en comparant les informations. Sur Twitter, par exemple, vous avez, si vous vous abonnez à tous les grands journaux internationaux, The Economist ou Le Monde ou Libé, vous avez en 140 caractères quelque chose qui attire votre attention et un lien réduit, cliquable, qui vous emmène sur le site en question. Donc beaucoup lisent l'information comme ça et la partagent tout de suite en la retweetant ou l'envoyant à d'autres. Donc il faut savoir utiliser ça à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de ce qu'on appelle de plus en plus la société de la recommandation. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de cette fluidité? Il y en a des quantités. J'ai fait des études de cas. Je vais en citer simplement 2 pour créer et innover, conduire à ce que j'appellerais des intrapreneurs, pas seulement des entrepreneurs, mais des intrapreneurs. Le modèle le plus connu dans le monde, c'est celui de Google et Blue Sky. Blue Sky, c'est un modèle lancé dès le début chez Google qui consiste à donner 20% de temps libre aux salariés pour rêver. Dites ça à un DRH dans une entreprise rigide, pyramidale et structurée,
Il va vous regarder un peu de travers. Donc 20% de temps libre pour rêver. Rêver à quoi? À des idées, des innovations. Aussitôt, il y a des incubateurs internes, des pépinières internes, un financement de venture capital interne. Donc ces intrapreneurs vont créer une intraprise. Et cette intraprise innovante va peut-être devenir un produit Google. Parmi les 38 produits de Google, qui vont de Google Earth à Chrome, ça a été créé par des intrapreneurs et dans des intraprises. Alors on dit oui, mais ça ne rapporte pas à Google. Pas du tout. Google Earth était lancé gratuitement, mais les agents immobiliers dans le monde entier utilisent Google Earth pour vendre des lotissements ou des maisons, et ils payent à Google ce qu'on appelle une API, Application Program Interface, qui n'est pas très lourde, mais par des millions d'agents immobiliers dans le monde rapporte de l'argent. Voilà un exemple qui montre que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que Google n'est pas seulement une entreprise de pub, mais une entreprise qui sait être un broker, un courtier en intelligence collective. C'est ce que je dis, moi, toujours. Les gens me disent, mais Google, Apple, avec iTunes, Amazon, c'est quoi? C'est des entreprises... Je dis, c'est plus des entreprises traditionnelles qui ont des murs, un savoir-faire, des brevets, un réseau de distribution. Ce sont des brokers, des courtiers en intelligence collective. Ils se débrouillent pour mettre ensemble les gens à faire des choses qu'ils ont envie de faire et qu'ils aiment faire, et ils prennent des petits pourcentages sur tous ces flux. Voilà encore la gestion des flux et les rapports de flux. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est celui d'une grande entreprise internationale qui s'appelle Total, pétrolier Total. Je suis président du jury. Depuis 3 ans, Total lance Young Innovators, c'est-à-dire que dans tout le réseau Total mondial, ils demandent à des jeunes d'avoir des idées, d'avoir des innovations. Ils les font passer un concours, ils les récompensent, ils les priment, et c'est extraordinaire. C'est un succès depuis 3 ans, et ça montre qu'ils peuvent décrocher des innovateurs. 2 autres exemples pour terminer dans cette étape, c'est le Maker Movement et le peer-to-peer étendu à d'autres secteurs que la musique et le texte. Je m'explique. Le Maker Movement, dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est une révolution mondiale que personne n'a vu arriver. C'est un tsunami depuis 2 ans. C'est complètement viral. Qu'est-ce que c'est que le Maker Movement? Ce sont des jeunes qui se réunissent dans des hacker studios, un peu comme les garages qui ont permis à Steve Jobs et d'autres de faire leur première carte mère d'ordinateur. Et grâce à des imprimantes 3D qui, croyez-moi, se sont répandues à une vitesse et dont les prix se sont cassés la figure, pour ceux qui ne sauraient pas, une imprimante 3D permet d'imprimer des objets à partir d'une information numérique que vous allez chercher sur Internet, une pièce de Lego, vous l'imprimez et vous sortez la pièce et la couleur que vous voulez. Donc on peut fabriquer toutes sortes d'objets, des lunettes, des boucles d'oreilles, des pendentifs, une coque de bateau ou la charpente d'une maison, avec des énormes imprimantes 3D. Donc on est en train de réinventer une industrie 2.0, une industrie bottom-up, une industrie déstandardisée, personnalisée, faite par des gens qui partagent coopération et partagent, on est au cœur de ça, qui partagent en permanence toutes leurs idées. On a créé un Fab Lab, ça s'appelle des Fab Labs aussi, à Universcience. Venez voir, il y a des tas de gamins toute la journée qui ont une idée. Moi, je pense faire, tiens, on pourrait coupler cette scanner numérique avec cette imprimante 3D. Ils partagent. Ils sont ensemble dans une grande aventure qui est réinventer l'industrie, qui est pyramidale, centralisée, économie d'échelle, produits diffusés à standard, à une économie complémentaire, encore une fois. Ce n'est pas le ou, c'est le et complémentaire 2.0 qui remonte de la base, faite par des gens, des petites gens, des gens dans les pays en développement, une nouvelle forme d'artisanat. Et j'ai cherché pendant quelque temps comment traduire le Maker Movement. Et j'ai pensé, Maker, c'est faiseur. Et un faiseur, ça n'a pas une bonne réputation. Un faiseur, ça raconte des histoires. Donc j'ai francisé Maker en doer, D-O-U-E-U-R-S. Et j'espère qu'un jour ce sera au dictionnaire. Donc les doueurs et les doueuses sont des gens comme des joueurs, comme un surfeur ER devient un surfeur EUR, ou un golfeur ER devient un golfeur EUR, qui sont en train de révolutionner la société vers la société fluide. Parce qu'il n'y a pas plus fluide que les petites entreprises qu'ils ont créées, il n'y a pas plus fluide que leurs échanges dans cette forme de société. Et le peer-to-peer. P2P, ça veut dire pair à pair. C'est comme ça que nos gamins ont échangé de la musique, de la vidéo sur Internet en contrefaçon des lois sur la propriété intellectuelle, la propriété tout court. Donc ça s'est répandu pour la vidéo, le texte et la musique. Maintenant, tenez-vous bien, messieurs ou mesdames les banquiers, messieurs ou mesdames les assureurs, messieurs ou mesdames des grandes sociétés de conseil, le peer-to-peer s'étend à la banque. Il y en a déjà 4 dans le monde, des banques où les gens se prêtent de l'argent entre eux.
avec un taux de remboursement qui est extrêmement fiable. Zopa, par exemple, ou Prosper le font. Compagnie d'assurance, en Suède, en Allemagne, les gens s'auto-assurent entre eux. Après tout, les mutuelles, et après tout, la Lloyds a commencé par des armateurs qui s'assuraient entre eux pour les bateaux. L'éducation, la coéducation dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure, évidemment, c'est du peer-to-peer, coéducationnel, coéducation intergénérationnelle, on partage. Et évidemment, le consulting, avec le crowdsourcing, c'est la possibilité de bypasser ces grandes entreprises de consultants pyramidales avec des têtes extrêmement payées en haut et des rameurs dans la soute qui sortent de grandes écoles de management et qui, en fait, vous prennent votre montre pour vous donner leur... Merci d'apprécier. Je suis consultant, alors donc je sais ce que c'est. Donc, on va pouvoir bypasser, on va pouvoir désintermédier toute une série de grands... Et on ne va pas les détruire. Il y aura la banque, il y aura l'assurance, il y aura les grandes sociétés de conseil, il y aura l'éducation nationale. Mais on va bypasser, détourer, désintermédier tout ça, comme pour le tourisme aujourd'hui où les gens directement... Mais le plus important pour moi, ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais je vous le dis parce que c'est un dada, c'est le peer-to-peer énergétique. Nous sommes soumis aujourd'hui à deux pouvoirs totalitaires, le pouvoir des énergies fossiles et le pouvoir nucléaire. Vous voulez de l'électricité? Je tire un fil de ma centrale jusqu'à chez vous, vous payez au compteur, je m'occupe du reste. Et les prix ne font qu'augmenter. Parce qu'il faut démanteler les vieilles centrales, il faut traiter les déchets, etc. Vous voulez de l'essence à la pompe? Je m'occupe du reste. Et les prix, le gouvernement essaie de diminuer à 1 centime, mais ça monte complètement. Eh bien moi je vous dis que ce n'est pas la démocratie énergétique. La démocratie énergétique, c'est l'énergie en peer-to-peer. Lorsque, grâce à des bâtiments à énergie positive, on pourra fabriquer plus d'énergie qu'on en consomme, et ça vient, et grâce au mix des 12 énergies renouvelables, alors lisez mon bouquin pour savoir quelles sont les 12, grâce au mix des 12 énergies renouvelables, connectées à une smart grid, c'est-à-dire une grille intelligente qui s'adapte à l'offre et à la demande, ça va révolutionner et bouleverser complètement l'échange de la société, en termes de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est comme l'alimentation, c'est notre monde, c'est notre vie. On veut créer notre monde de demain. Et il faut que nous soyons démocrates vis-à-vis de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, nous sommes soumis beaucoup plus que participants. Et si je vous ai cité ce dernier point dans mon étape numéro 3, avant d'aborder les deux dernières, c'est le fait que la société fluide et l'entreprise fluide est ouverte à cette démocratisation énergétique, à ce partage énergétique et à la pédagogie de ce partage. La quatrième étape, je le dis rapidement, c'est la NetGen, parce qu'Anne-Sophie en a quand même pas mal parlé, c'est la génération Internet et la culture du numérique. Cette génération Internet, elle va vite, elle sait utiliser et partager l'information, mais la question, ce n'est pas la NetGen pour moi, j'en parle beaucoup dans mon livre, parce que je suis un surfeur de l'eau, mais je suis un surfeur du numérique. Et j'ai vécu l'avènement de la génération Internet depuis le début. Je les ai vus, j'ai enseigné, je les ai vus naître, en quelque sorte. Et ils en savent plus que leurs profs. Donc, l'objectif, ce n'est pas de parler d'eux, c'est de parler de comment l'entreprise fluide peut utiliser la culture numérique de la NetGen pour se changer de l'intérieur. Et ça, c'est une question que très souvent mes clients me posent. On est rigide, on a des statuts, on a des hiérarchies. Comment est-ce qu'on peut changer pour aller vers ce que vous nous dites le plus vite possible? Je le dis, prenez des stagiaires de cette génération-là. En quelques semaines, en quelques mois, ils vont vous faire ce qu'un ingénieur bien formé prendra peut-être 1 an ou 2. Donc, cette culture du numérique qui est une culture systémique, culture globale, prenez-la dans votre entreprise. Faites un management catalytique, pas seulement un management hiérarchique. Donnez des profils de poste, donnez des stratégies, contrôlez les gens, réprimandez ceux qui ont raté. Mais dans la société en réseau, le management catalytique, c'est de donner aux gens des ressources, des moyens techniques, des moyens financiers pour que l'intelligence collective, par la collaboration et la coopération, se développe entre les gens, et en particulier dans cette génération-là qui a l'habitude de travailler sur les réseaux, l'habitude de travailler en commun. Donc ce management catalytique est essentiel parce qu'il donne du pouvoir aux jeunes, il les enlève de la hiérarchie traditionnelle, il leur donne des responsabilités, il les fait travailler ensemble, il les fait travailler entre eux, et par communication et par contamination virale, l'entreprise se trouve finalement conquise par ces nouvelles idées. Et je l'ai testé et ça marche. Donc il faut préparer l'entreprise à l'irruption de la NetGen sur le plan hiérarchique, sur le plan des stages et sur le plan de la responsabilité. Certes, ils ont des désavantages, ils sont assez court-termistes et ils ne voient pas très loin. Ils se fondent sur ce qu'on appelle en anglais IG, Instant Gratification,
la gratification instantanée. Je clique, j'ai le résultat. Donc, ça demande aussi du travail, la gratification. Il faut aussi une certaine maturité. Il faut mûrir pour être récompensé. Donc, il y a des désavantages. Mais si on change, et il le demande, l'atmosphère de travail dans une entreprise fluide par rapport à l'entreprise rigide dont j'ai beaucoup parlé, eh bien, peut se créer l'empathie, la solidarité, le partage, voire la générosité. Ils y sont prêts, on peut en faire la démonstration. Cinquième étape. Quels sont les conseils personnels que je pourrais donner autour de ce thème d'humanisme et d'entreprise et de l'entreprise fluide? Surtout, ça repose sur deux choses. Le management du temps et de l'information et le management du lien social, ou plutôt la porte ouverte au lien social et au lien humain. Management du temps et de l'information, l'entreprise ne peut pas se fluidifier, se dégeler, si les collaborateurs de l'entreprise, si les salariés, si les managers ne savent pas gérer leur temps et leur information. Je vais vous dire, je suis stupéfait de la mauvaise manière dont les gens gèrent leur temps et leur information. Je travaille avec des cabinets d'avocats, des notaires, des experts comptables, des grandes entreprises de consulting. Les gens n'utilisent pas les outils qu'on a à notre disposition pour gérer le temps, trouver ses temps de loisirs, son temps de famille, son temps de travail, travailler pendant ses loisirs, avoir des loisirs pendant son travail. C'est possible. L'un ne peut pas prendre le pas sur l'autre. Ça aussi, c'est du partage. Le partage par ses réseaux et le partage par ses technologies. Donc, gérer son temps et gérer son information, je ne vais pas vous dire là comme faire, j'écrirai 2 livres là-dessus et ça me prendrait 4 heures de séminaire de formation. Mais je connais des gens qui gèrent leur email séquentiellement. Ils reçoivent leur mail et ils répondent. Il y a des gens qui disent « c'est ce que je fais ». Bon. Et alors qu'on peut mettre des filtres, les envoyer dans un truc où on le regarde une fois par semaine, on peut mettre des fils spéciaux pour l'envoyer vers une secrétaire, un collaborateur qui saura répondre. Moi, j'ai 20 brouillons tout faits dans brouillon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on me demande souvent les mêmes questions, je clique, hop, ça part, etc. En fait, sur 250 mails que je reçois par jour, déjà filtrés par mes différents filtres et moteurs de recherche, j'en réponds à 15. Donc, gérer son mail. Autre question, gérer son information. Quand je pose la question, je suis stupéfait des réponses. Je ne vais pas vous la poser parce qu'il n'y aura que quelques mains qui vont se lever. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche non commercial, gratuit, sur son disque dur? Si, allez-y, levez la main. Exalid, Google Desktop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, et puis 10% peut-être. Mais c'est fondamental. Si vous voulez gérer votre information, retrouvez le tableur Excel qui, a 5 ans, vous avez envoyé avec le chiffre 16 000,295.32. Vous tapez ça sur Google Desktop et vous le trouvez. Vous pouvez scanner des documents et retrouver tout avec ces moteurs de recherche, des documents scannés. Bon, on a 80 gigaoctets, 100 gigaoctets, 200 gigaoctets. Enfin bon, je vais pas, j'en parlerai pendant des heures entières de l'importance de la gestion de l'information et du temps. Pourquoi ? Parce que gérer son information et gérer son temps, c'est créatif. C'est la chose qui donne du sens à la vie. C'est lutter contre le stress. Tous les psychologues d'entreprise vous disent, les gens nous disent, j'ai pas le temps parce que je peux pas gérer mon information. J'ai trop de mails et j'ai pas le temps. J'ai ni le temps, trop d'informations. Ressources rares, ressources pléthoriques. Pléthorique l'information, rare le temps. Et de ce conflit entre une ressource pléthorique et une ressource rare, le stress. Stress à l'entreprise, on ne peut pas dormir. Ça. Bon. Donc, ce que je viens de vous dire, savoir gérer son temps et gérer son information pour la société fluide, c'est la fluidité, l'efficacité et l'empathie, parce qu'on partage aussi beaucoup avec des gens. Il y a donc des tas de méthodes, je ne les décrirai pas, vous pourrez en regarder quelques-unes dans mon bouquin, et je pourrai aussi vous faire un séminaire spécifique à ceux qui me demanderont sur ces questions. Mais ce que je disais sur le lien humain, c'est qu'on a beau parler de la civilisation du numérique, on a beau parler de tous ces outils, de toutes les apps sur les smartphones, l'important, c'est le lien humain, le lien social, la rencontre avec l'autre. Si on néglige ça, on devient un zombie dans une espèce de purgatoire électronique à ne plus comprendre qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait et pour qui on le fait. Et beaucoup de gens de la NetGen, malheureusement très souvent, sont complètement accros à Facebook ou à Twitter et n'arrivent pas à prendre du recul. C'est pour ça que je crois beaucoup, et j'en parle dans mon livre, à la coéducation intergénérationnelle. Les plus jeunes apprenant aux seniors toutes les astuces du numérique et les seniors apprenant aux plus jeunes à contextualiser l'information pour lui donner du sens et la rendre pertinente. Donc, comment faire en sorte que ce que je viens de dire pour la gestion du temps et la gestion du lien social puisse être mise en place dans l'entreprise fluide? Quelques règles. 1.
créer des équipes de projet. Une équipe projet, elle a des échéances, elle a un but, elle peut collaborer, elle peut coopérer. Donner des échéances. On ne peut pas construire un programme, une stratégie sans une échéance. Vous avez remarqué, dès qu'il y a une date, hop, on fait un compte à rebours et ça marche. Donc, donner des échéances. Donner les moyens d'évaluation. Et aujourd'hui, avec les réseaux, l'Internet et les apps, il y a des quantités de moyens d'évaluation pour savoir où on en est dans le planning et par rapport à qui. Faire marcher la solidarité pour que les gens partagent l'information, comme je disais tout à l'heure, et faire en sorte que l'échange et le partage soient la clé du lien social, du respect de l'autre et de l'efficacité de l'équipe. Alors j'aborde la conclusion, qui en fait est la dernière partie de mon exposé sur l'entreprise fluide et surfer sa vie dans cette entreprise fluide avec des valeurs pour surfer la vie et surfer dans son entreprise. Et en tête de ces valeurs, je vais vous donner 2 citations, je pense que Christophe va les aimer. 2 citations, l'une de Teilhard de Chardin, qui dit « Tout ce qui monte converge », c'est-à-dire plus vous montez en esprit, plus vous montez en intelligence, plus vous montez vers des aspirations qui vous dématérialisent en quelque sorte, plus vous vous rapprochez des autres. J'avais aussi un homme que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas cité là, mais il me revient à l'esprit, qui s'appelle René Berger, pas Gaston Berger, que j'ai aussi connu, mais René Berger, un grand critique d'art qui est mort à 96 ans, suisse, il vivait à Lausanne, et il faisait du cheval, il était sur Internet jusqu'à sa mort. Et il m'a dit cette phrase extraordinaire qui est restée dans mon esprit. Il m'a dit « Joël, plus tu donnes, plus tu restes. Plus tu partages, plus tu donnes aux autres dans l'entreprise, plus tu donnes à ta famille, moins tu es égoïste, renfermé sur toi. La peur de la mort, c'est mourir avec tout son package. Mais si on est léger, on est transparent. La mort, c'est une espèce de cloison comme ça, là. Et donc, plus tu donnes, plus tu restes. Et la seconde citation, alors elle est très connue, mais j'aime bien la donner, là, c'est de Saint-Exupéry, qui disait « Faites-leur construire ensemble une cathédrale, ils s'aimeront ». Ça veut dire que le partage, l'échange, la solidarité, la générosité peut créer des éléments différents qui vont vous changer, qui vont changer votre cerveau, qui vont vous changer par rapport aux autres. Alors, quelles sont les valeurs que je mets en avant pour construire sa vie, surfer sa vie dans l'entreprise, construire son futur et que l'entreprise peut appliquer? Il y en a 7, je les décris très vite. La première valeur, c'est le respect de la diversité. La diversité, la variété est un gage de maintien de la complexité. Plus un système est complexe, plus il doit être varié pour résister au changement. Ça s'appelle « The Law of Requisite Variety » en cybernétique, c'est la loi de Ashby. Deuxième règle fondamentale, deuxième valeur, c'est le respect de l'autre, mais aussi de la diversité de l'autre. D'être ouvert, d'être tolérant, d'accepter d'autres idées. Pas le NIH dont je parlais tout à l'heure, pas le oui mais le oui et. Troisièmement, je suis un fervent disciple de Robert Axelrod, le grand psychologue américain spécialiste de la théorie des jeux qui a inventé le donnant-donnant, le win-win. Et c'est l'altruisme intéressé. C'est-à-dire, ce n'est pas l'altruisme naïf et béat, je fais le bien parce que c'est bien. Si, c'est l'altruisme pour faire le bien ensemble. C'est-à-dire partager, encore une fois, pour construire ensemble. Troisième valeur fondamentale. Quatrième valeur fondamentale, et je suis très heureux que France de Waals soit venu parler ici, il est venu, effectivement, c'est l'empathie que Jeremy Rifkin aussi, dans son livre The Age of Empathy, a repris, et que moi je prends depuis longtemps dans mes bouquins, et surtout aussi dans ce dernier. C'est la capacité, on l'oublie trop souvent, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions et ses sentiments. Être empathique, ce n'est pas être sympathique. On peut être aussi sympathique et empathique. Mais être empathique, ça veut dire comprendre l'autre, aller dans sa tête, dans son corps, pour le ou la comprendre et l'aider ou travailler ensemble. La cinquième valeur, c'est la responsabilité individuelle et collective. Ça va de soi. Prendre ses responsabilités, prendre ses risques, principe d'attrition, avancer ensemble. Le sixième, ça va peut-être vous étonner, c'est l'appel l'amour fraternel. Ce n'est pas seulement la fraternité, c'est l'amour fraternel au sens de sociétés initiatiques qui permettent de se créer, grâce à un rituel extrêmement complexe, la possibilité d'être fraternellement ensemble, quel que soit son niveau social ou son niveau de réflexion, ou son statut hiérarchique. Cet amour fraternel fondamental permet de créer une société future ensemble, avec un peu d'utopie. Et je ne suis pas du tout loin, comme Jacques Attali aussi, de penser que l'utopie pourrait revenir, puisque l'utopie, après tout, rappelez-vous ce que disait Thomas More dans l'île de l'utopie, les hommes prennent en main leur propre destin
et crée les valeurs et les comportements qui peuvent conduire cette société. Alors le Vatican n'a pas trop aimé ça, parce que seul celui qui avait le droit de programmer la vie des hommes, c'était Dieu. Alors on les a appelés des utopistes. C'est resté, mais je crois que ça va revenir. Et enfin, la 7e valeur fondamentale, c'est la spiritualité laïque. La spiritualité, pour moi, a été trop longtemps attachée, pour André Comte-Sponville et Luc Ferry, bien sûr, a été trop longtemps attachée à la religion proprement dite. Je pense qu'une spiritualité laïque permet d'élever son esprit, tout ce qui monte converge, à la Théillard de Chardin. Et si on applique ces éléments, ils sont tous liés. Je les ai cités, les 7, de manière séquentielle, mais en fait, ils sont tous liés et interdépendants. Et ils sont même interdépendants qu'ils ont un impact sur le cerveau quand on les pratique effectivement dans l'entreprise fluide. Il y a une science biologique qui est révolutionnaire depuis 5 ans, je ne sais pas un cours là-dessus, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la modification du comportement des gènes, enfin de l'expression des gènes par son comportement. Le comportement altruiste, le comportement de faire le bien, le comportement nutritionnel, le comportement sportif, le comportement de résistance au stress a une influence sur la modulation des gènes en quelques semaines. Pas par des mutations et sélection naturelle à la Darwin pendant des centaines de milliers d'années, en une semaine. Vous pouvez changer votre comportement. Donc déjà, de pratiquer ces 7 valeurs connectées entre elles dans votre vie, avec les autres ou dans votre entreprise, vous change et vous fait être une autre personne différente grâce à l'épigénétique. Enfin, 4 mots-clés qui, pour moi, pour Claudie Aigneret, évidemment, pour Universcience, sont à la base de notre action et qui pourraient l'être à la base de l'entreprise fluide. C'est comprendre, vouloir, aimer et construire. Comprendre le monde complexe dans lequel nous sommes, ce qu'on essaie de faire à Universcience. Pédagogie, échange, partage. Vouloir ce monde, parce que si on ne veut pas le futur, on va le subir. Alors que vouloir le futur, c'est une action positive. Ce n'est pas être optimiste, c'est d'être créatif, c'est d'être pragmatique, c'est d'être réaliste. Aimer. Nous essayons de faire aimer le futur aux jeunes. Ils entendent tellement de catastrophes sur le futur. Ils ont peur du travail. Ils ont peur de rentrer dans l'entreprise. Ils ont peur de la hiérarchie. Ils ont un choc quand ils passent de leur avatar numérique à être une personne réelle dans une case hiérarchique de l'entreprise. Donc nous essayons, vous devez essayer dans les entreprises fluides de leur faire aimer le futur en leur donnant des responsabilités, en les faisant travailler en réseau avec des objectifs précis, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les équipes. Et enfin, construire ensemble ce futur, c'est la plus belle des choses que l'on puisse faire. La création, un des plus beaux actes que l'on puisse faire de sa vie, créer son temps, faire de sa vie un original plutôt qu'une copie, faire qu'une entreprise fluide a un rôle social, une entreprise sociétale, une entreprise citoyenne, participer à la vie de la société, c'est magnifique. Et je termine par cette phrase de Patrick Vivray, que je cite pas mal dans mon livre, avec Luc Ferry, Comte-Sponville, Rifkin et beaucoup d'autres, que le meilleur gagne, non pas le plus fort ou le plus malin, mais le plus humain. Je vous remercie.